Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 7 novembre 2025 et nos chers amis, nos frères sont ici avec nous. Vous savez, colonel Wilkerson, nous faisons tellement d'apparitions ensemble qu'on commence à nous appeler Martin et Lewis. Vous savez, Dean Martin et Jerry Lewis. Ou peut-être les frères Smothers. Je ne sais pas, vous voyez. Ce serait amusant. Prends ton violoncelle ou ta contrebasse, je crois que c'était ça. Ouais. Oui, abonnez-vous et cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous aider à toucher plus de monde. Je voudrais commencer avec le colonel Wilkerson et le cas de Zoran Mamdani. Vous avez mentionné que Charlie Kirk l'avait très bien décrit. Quelle était la description de Charlie Kirk à propos de Mamdani? Il a simplement adopté le point de vue selon lequel ce que faisait Mamdani revenait à tirer parti du même phénomène dont il avait lui-même profité avec son mouvement MAGA. L'angoisse des jeunes face à leur gouvernement, démocrates ou républicains, qui ne tiennent pas leurs promesses. Simplement, qui ne tiennent pas leurs promesses, année après année. Et donc on savait qu'une personne comme un Eugene F. Debs des temps modernes, Mamdani, finirait par s'imposer au sommet du monde politique. Maintenant j'ai eu une pensée tout à fait personnelle en écoutant Charlie Kirk. Je l'ai écouté plusieurs fois car je trouvais ça presque incroyable. Je n'aurais pas dû, mais j'ai eu cette pensée. Et cette pensée, je crois, est aussi puissante. Je me suis demandé si Charlie avait pensé « New York ne représente plus l'Amérique. » Pas vraiment. Dans le sens où cela a été le cas pendant de nombreuses années. Lorsque Mark Hanna et une multitude d'autres personnes utilisaient New York comme tremplin pour accéder à un leadership national. Beaucoup de gens sont issus de ce système, de Teddy Roosevelt à Franklin Roosevelt. De nombreux maires de New York étaient de véritables figures politiques puissantes en Amérique, et de nombreux gouverneurs l'étaient aussi, qu'ils soient allés plus loin ou non. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. New York est désormais représentée avant tout par la ville, et la ville représente, dans l'esprit de beaucoup, un cancer sur le visage de la nation. Donald Trump en a tiré parti. Il y a donc un élément venimeux dans ce que Kirk disait en décrivant Mamdani également. Et je ne suis pas sûr de savoir lequel des deux éléments l'emportera, ou si les deux ensemble ne seront pas tout aussi toxiques. Larry, Mamdani est un musulman, socialiste et immigré, et il se battait contre les milliardaires de New York qui avaient investi plus de 40 millions de dollars, certains disent même 100 millions, contre lui. Mais ils n'ont pas pu le vaincre. Qu'en penses-tu? Oui, les Beatles devraient réécrire leur chanson. Non seulement l'argent ne peut pas acheter l'amour, mais il ne peut pas non plus t'acheter la mairie, tu vois? Bill Ackman et son entourage ont essayé. Michael Bloomberg aussi. Je n'aime pas les étiquettes parce qu'elles sont faites pour effacer l'individu et nourrir les peurs des gens à propos de certains groupes. Donc, eh bien, il est musulman. Cela évoque aussitôt l'idée qu'il serait une sorte de fanatique, priant 5 fois par jour. Franchement, je doute qu'il le fasse, premièrement. Et deuxièmement, au sein des courants les plus conservateurs de l'islam, comme c'est le cas dans les courants conservateurs du christianisme, tu sais, ils sont très opposés à l'homosexualité. Eh bien, vous savez, il faisait un peu le spectacle là-bas, dans le sud de Manhattan, Christopher Street, qui est, vous savez, le centre du mouvement de la fierté gay. Socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas entendu réclamer la confiscation de la propriété privée ou l'augmentation des impôts pour les riches. Eh bien, vous savez, est-ce que c'est forcément socialiste? Je veux dire,
Je sais que pour les très très riches, ils n'aiment pas forcément devoir payer plus d'impôts, mais on a vu une croissance des inégalités de revenus dans ce pays. En même temps, on peut aller dans des endroits comme la Russie ou la Chine, et vous savez, les soins de santé y sont largement accessibles à la population. Et ce sont des soins de qualité, alors que dans ce pays, c'est une entreprise. Et le système de santé semble conçu pour servir les intérêts des entreprises. En réalité, je pense que le problème de Mamdani, c'est qu'il a placé la barre trop haut quant à ce qu'il allait accomplir. Par exemple, une grande partie de son programme dépend de ce que décide la gouverneure, Cathy Hochul, et le législateur, et non de ce qu'il souhaite faire. Ainsi, à certains égards, il sera davantage une figure symbolique et n'aura pas le pouvoir qu'il avait anticipé. Il s'en sortirait mieux si les gens avaient de faibles attentes à son égard. Il pourrait alors les dépasser. Mais quand on part avec de grandes attentes et qu'on ne les atteint pas, cela conduit à la déception et au contre-coup. Colonel, ce qui se passe sur X et en général sur les réseaux sociaux, vous voyez que deux groupes l'attaquent. L'un d'eux, ce sont les sionistes, et l'autre est tellement étrange que je ne l'ai découvert qu'hier. C'est ce mouvement salafiste djihadiste radical. Ils ont une forte présence sur les réseaux sociaux, et ils l'attaquent, le traitant de kafir, d'apostat. Je ne sais pas, ils l'accusent d'hérésie. C'est incroyable ce qui se passe. Et d'un autre côté, les gens se méfient tellement de Mamdani parce que le fils de George Soros est apparu et a publié une photo avec Mamdani, comme s'il le soutenait. Vous voyez tous ces signes qui se rejoignent. Qu'en pensez-vous? Tout d'abord, mon avis est positif. J'aimerais voir quelqu'un capable de mettre en colère ces deux camps du monde, si l'on peut dire. D'abord les sionistes, qu'il faut provoquer et pousser à se retirer, et à se retirer immédiatement, parce qu'ils sont franchement une bande de salauds, et qu'ils gâchent beaucoup de choses dans le monde, notamment au Liban, en Syrie, à Gaza, en Cisjordanie et ailleurs où Israël nourrit des ambitions. Et l'autre groupe, je n'ai même pas besoin de commenter leurs aspects négatifs. Ils rivalisent en quelque sorte avec les nazis en Ukraine. Mais voyons ce que cela signifie en termes de Mamdani. Et je suis d'accord avec Larry. Il va avoir un énorme problème, parce qu'il a au-dessus de lui des gens qui doivent être au moins en partie animés par les mêmes choses que lui. Mais regardons le point plus large dont parlait aussi Charlie Kirk. Le capitalisme prédateur a échoué de façon lamentable. Échoué de façon lamentable. C'est une abomination pour Jamie Dimon. C'est une abomination pour tous les sosies de Jamie Dimon. Et c'est une abomination pour les milliardaires sionistes, qu'ils soient de véritables sionistes, des sionistes en devenir ou des sionistes autoproclamés. Parce que cela fait partie du mantra capitaliste actuel. Israël est le premier État capitaliste prédateur au monde. C'est aussi, à bien des égards, comme l'a souligné Misha Glenny dans son livre Mac Mafia, le premier État criminel du monde. Ces deux choses vont en quelque sorte de pair. Elles vont de pair de la manière dont Karl Marx, par exemple, disait « Ne vous inquiétez pas des capitalistes. Ils vous vendront la corde avec laquelle vous les pendrez. » C'est exactement ce que nous faisons. Nous fabriquons et vendons la corde avec laquelle nous pendons notre propre système. Et Mamdani s'y oppose, et que Dieu le bénisse pour cela. Mais je pense qu'il aura un chemin extrêmement difficile, car il y a aujourd'hui tant de gens qui ont adhéré à ce système, un système qui en réalité viole, pille et dépouille régulièrement le peuple américain, ce qui était précisément le propos de Charlie Kirk. L'autre événement important survenu le même jour où Mamdani a remporté l'élection à New York a été la mort de Dick Cheney, ancien vice-président des États-Unis.
Il est décédé, et beaucoup savent qu'il a été l'un des principaux architectes des politiques américaines au Moyen-Orient pendant des décennies. Quelle est votre opinion sur Dick Cheney? Comment le comprenez-vous, ainsi que ses politiques et l'influence qu'il a exercée au Moyen-Orient et aux États-Unis, en particulier en matière de politique étrangère? Eh bien, il a prouvé le vieux proverbe « Seuls les bons meurent jeunes ». C'est vrai. Très vrai, du moins dans son cas. Cheney était une créature de Washington. J'avais un ami très cher qui malheureusement est décédé, un certain Bruce Bradley. Bruce avait un sacré pedigree. Il était, pour ainsi dire, le palefrenier du candidat à la vice-présidence William Miller en 1964. C'était le choix de Goldwater. Bruce n'avait que 23 ans à l'époque. Il avait menti sur son âge parce qu'il fallait avoir au moins 25 ans. Son travail consistait à organiser des faveurs sexuelles pour le candidat à la vice-présidence Miller pendant la campagne. Puis, en 1964, Bruce devint chef de cabinet de Robert Ellsworth, un membre du Congrès du Kansas, qui allait plus tard diriger l'OTAN du côté civil. À ce poste, en tant que chef de cabinet d'Ellsworth, il rencontra un jeune membre du Congrès du Michigan, un certain Don Rumsfeld. C'est ainsi que tout commença. Bruce et Remy jouaient au racquetball ou au squash chaque semaine et ils devinrent amis. Par la suite, Bruce travailla sur la campagne de Rockefeller et supervisa même Henry Kissinger, n'est-ce pas? Quand Rockefeller a perdu les primaires et que Kissinger est passé chez Nixon, Kissinger a proposé à Bruce un poste comme son adjoint. Bruce a dit à Henry, « Écoute, Henry, comme subordonné, tu sais cirer les pompes mieux que quiconque que j'ai jamais vu à Washington. Mais comme patron, tu serais un vrai salaud. Je ne pourrais jamais travailler pour toi. » Alors Bruce a monté une société appelée Bradley Woods. En 1973, le téléphone sonne. « Hey Bruce, c'est Don. Hey Don, comment ça va? Écoute, j'ai un jeune gars. Je lui ai proposé un poste avec moi à l'OTAN, mais il ne voulait pas quitter Washington. Peut-être que tu pourrais lui trouver une place. » Bruce a dit, « Bien sûr, comment s'appelle-t-il? » « Dick Cheney. » Alors Cheney a travaillé avec Bruce pendant environ 1 an, peut-être 1 an et demi, environ 18 mois. Il s'était spécialisé dans le fait de fumer 2 paquets de cigarettes par jour et de prendre un déjeuner arrosé de 3 martinis. Après quoi, il revenait à Bradley Woods, posait les pieds sur le bureau et faisait une sieste pendant un moment. C'était une vie ardue pour un grand patriote qui pensait que les autres devaient aller se battre au Vietnam. Puis il a reçu l'appel pour devenir chef de cabinet de Gerald Ford, car ce poste avait été celui de Don Rumsfeld. Remy est parti en disant « J'ai exactement l'homme qu'il faut pour ce poste. » Ce n'est pas comme si Cheney avait eu d'autres accomplissements que d'être ami avec Don Rumsfeld. Après que Ford a perdu l'élection face à Carter, Cheney est retourné à Bradley Woods pendant environ 1 an, puis il a utilisé cela comme tremplin pour lancer sa candidature à la Chambre des représentants. Mon point, en racontant tout cela, est qu'il n'était pas allé à l'école pour recevoir une grande éducation, qu'il n'avait pas de pedigree particulier à cet égard, ni servi dans l'armée. Il est simplement devenu ce faucon insupportable. Et lorsque George W. Bush était président, une partie du problème de GW était qu'il avait Romney au département de la Défense, désormais le département de la guerre, et Cheney comme vice-président. Je me souviens d'un ami à moi, Bobby Charles, qui était secrétaire d'État adjoint aux affaires internationales liées aux stupéfiants et aux questions juridiques. Il est allé une fois à la Maison-Blanche avec Powell, et le sujet était l'Afghanistan. Ils essayaient d'intercepter les drogues qui en sortaient. George W. Bush a dit « D'accord, voici la décision. » Puis Romney et Cheney ont réagi « Non, non, non.
et ils ont essentiellement renversé la décision de Bush. Je me souviens que Bobby était choqué. Il disait qu'ils n'avaient aucun respect. Ils étaient hors de contrôle. Et Cheney, comme un prédicateur typique de Washington, est devenu millionnaire, multimillionnaire. Cheney incarne tout ce qu'il y a de mauvais à Washington. Il faisait partie des vedettes d'un système corrompu. Désolé pour la longue anecdote. Sorry for the long anecdote, but M7. Let me pick it up. Laissez-moi reprendre. 34-year-old White House chief of staff. Laissez-moi reprendre. Un chef de cabinet de la Maison-Blanche âgé de 34 ans, comme Larry l'a souligné, qui orchestre, et vous ne trouverez cela dans aucun article Wikipédia, qu'il soit généré par une IA ou non, ni dans aucune autre histoire que celle que je vais vous raconter, le départ de James Schlesinger du poste de secrétaire à la Défense. Officiellement, c'était à cause de ses désaccords concernant le Mayaguez et d'autres initiatives que Ford voulait entreprendre et que Schlesinger refusait, à juste titre, puisque c'était une opération stupide dès le départ. Mais en réalité, tout tournait autour des insinuations que Dick et Don répandaient partout à propos de Schlesinger, ce qui fit que Ford le détesta tellement qu'ils s'en débarrassèrent. Et devinez qui devint secrétaire à la Défense? Donald Rumsfeld. Avançons jusqu'à John Tower, qui n'a pas réussi à passer le processus de nomination pour Bush père, H.W. Bush. En conséquence, Bush a dû chercher rapidement quelqu'un pour le remplacer, et il a été happé, devenant, enfin, c'est une autre histoire, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Il est donc devenu secrétaire à la Défense quand Tower n'a pas pu être confirmé. Il s'est révélé être un secrétaire à la Défense plutôt efficace, surtout connu pour sa froideur et sa capacité à prendre des décisions, ce qui, je dois l'admettre, était assez impressionnant. Il a pris une décision presque inédite au sein du département de la Défense, annuler l'avenir de la marine dans l'aviation embarquée, le programme A-12. Un exposé de 15 minutes, à la fin duquel il a remercié le commandant qui venait de le briefer et a dit « Le programme est annulé ». 15 à 20 ans plus tard, nous avions encore des litiges opposant divers sous-traitants de la Défense au gouvernement fédéral à propos de cette décision. Mais en gros, cela a fonctionné. Il a annulé le programme, probablement une première dans l'histoire du ministère de la Défense moderne. Quand il part, il part. Nancy Hughes, la secrétaire exécutive de Colin Powell, interpelle Powell alors qu'il descend de sa réunion habituelle de 9 heures avec le secrétaire à la Défense, réunion qu'ils tenaient chaque jour lorsqu'ils étaient en ville, après la défaite électorale face à Bill Clinton. Et Powell dit « Il n'était pas là ». Nancy répond « Non, il n'était pas là. Il est parti. Il vient juste de partir ». C'était ce personnage froid qu'était Dick Cheney. Il n'a même pas dit au revoir à Colin Powell, avec qui il avait servi pendant presque 2 ans et demi comme secrétaire à la Défense et président du comité. Puis nous découvrons qu'il tient Jim Baker en laisse. Jim Baker n'était pas seulement secrétaire d'État, mais aussi le principal architecte et directeur de campagne de George W. Bush. Et bien sûr, Bush a perdu. Eh bien, Cheney tend la main à Jim, et ils entreprennent une tournée des États-Unis pour tester les chances de Dick de devenir président. Environ 3 mois plus tard, Baker lui dit « Tu n'as pas la moindre chance, nous ne pouvons pas lever de fonds, tu n'es pas visible et les gens ne t'aiment pas. » Alors ils se séparent, et Cheney décide « Je vais aller voir Albert. » Et ensuite, il va chez Halliburton et fait fortune. Et d'ailleurs, Larry, il s'agissait d'environ 71 millions sur sa déclaration financière. Il devient un homme en quête du poste ultime. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un campagnard du Texas qui se trouve faire partie de la dynastie Bush. C'est sa seule revendication à la célébrité. Être gouverneur du Texas est l'un des postes les plus inefficaces au monde, à moins d'être un Abbott en fauteuil roulant et de l'utiliser comme Donald Trump utilise le pouvoir exécutif à la Maison-Blanche. Là, on peut devenir assez puissant. Mais Bush, lui, n'était pas très puissant.
Il a simplement battu Ann Richards. But Bush wasn't very powerful. Beats Ann Richards, and God, everybody thought that was a fluke. Mon Dieu, tout le monde pensait que c'était un coup de chance. Et devine ce que fait Cheney? Je vais aller droit au but. Il met en place le système par lequel Bush va choisir son vice-président, en devient le président, puis se choisit lui-même. Et c'est ainsi que Dick Cheney est devenu président des États-Unis. Sherry Ann Warsaw, une politologue, son livre est formidable. Il s'intitule « La coprésidence de Bush et Cheney ». Je lui ai dit à l'époque, tu aurais dû l'appeler Cheney Bush parce que c'était le partenariat dominant. Et avec Condi Rice à leur côté, 9 fois sur 10, elle était aussi une néophyte. Ce n'était pas une membre de la Dream Team, comme le New York Times l'avait appelée. Powell et Rumsfeld, bien sûr, étaient les véritables membres de la Dream Team, avec Cheney. Et tout à coup, le rapport est de 3 contre 1, et leur processus de sécurité nationale n'est plus guidé par la conseillère à la sécurité nationale, qui garde les yeux sur le prix, veut devenir secrétaire d'État et sait que si elle adopte la position de Colin à un moment quelconque au sein du NSC, elle compromettra ses chances. Alors elle se rapproche de plus en plus du président, devient secrétaire d'État lors du second mandat et fait plutôt du bon travail, parce qu'ils sont proches. En même temps, Cheney et Karl Rove murmurent presque chaque semaine à l'oreille de Bush que son principal adversaire lors du second mandat, celui qu'il était si impatient de remporter, c'était son propre père. Sa principale motivation en tant que président des États-Unis était d'être réélu, car cela signifierait surpasser papa. Il voulait battre papa. Et c'est ce qu'il voulait faire. Alors il continuait à lui murmurer à l'oreille, « Ton principal adversaire pour le second mandat est assis à Foggy Bottom. » Et il y avait une part de vérité là-dedans. Non pas à cause de Powell lui-même, mais à cause de la renommée et de la fortune dont il jouissait. En 1995, les deux partis tentaient de le recruter. Ils avaient mis en place des structures dans tout le pays pour l'élire, et il les a refusées. À Alexandria, en Virginie, au Ramada Inn, en novembre 1995, il les a refusées. Mais ils ont utilisé ce potentiel adversaire politique contre Powell, de sorte que Cheney pouvait entrer dans une réunion du Conseil de sécurité nationale, par exemple, où Powell s'opposait à quelque chose de vraiment sérieux. Cheney s'est approché de lui a planté le doigt dans la poitrine et a dit « Tu n'es plus le président, tu es le secrétaire d'État. » Ne parle pas comme si tu étais le président du comité. Parce que ce qu'il faisait, c'était dire au président qu'il n'y avait pas assez de troupes pour Tommy Franks pour la guerre en Irak. L'offre initiale de Rumsfeld était d'environ 55 000 hommes, si tu peux imaginer ça. Et qu'aurait dû faire Powell à ce moment-là? Il aurait dû dire « Tu n'es pas mon supérieur, c'est lui. C'est à lui que je donne mes conseils. Merci beaucoup. » Il aurait dû donner son avis et s'y tenir. Mais il ne l'a pas fait. Grosse erreur de sa part, à mon avis. Il aurait dû démissionner sur le champ si le président avait dit non, simplement dire « Je m'en vais ». Mais il ne l'a pas fait. Ça, c'était Cheney. Et il était président. Pour la sécurité nationale et la politique étrangère, il a été le président des États-Unis pendant presque 4 ans. Larry, tu te souviens que Wesley Clark a dit que lorsqu'il avait reçu ce document indiquant que dans 7 ans, ils allaient renverser les gouvernements en Iran, en Irak, en Syrie, en Libye et en Somalie. Et il a demandé à Rumsfeld, « Pourquoi devons-nous faire ça ?» Rumsfeld a répondu, « Les gens au sommet le demandent. » Les gens dont il parlait, Rumsfeld, il voulait dire Cheney et ces types-là. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais tout cela, tu sais, l'objectif ultime de tout ça, c'était la perception que cela allait bénéficier à Israël et assurer la place d'Israël au Levant, en Asie occidentale, au Moyen-Orient, peu importe comment on veut l'appeler.
Donc c'est juste une autre manifestation de la politique étrangère américaine prise en otage par les sionistes. Et la puissance de cela, on la voit cette semaine au cours de la semaine passée, ça a vraiment explosé maintenant. Israël est en difficulté aux États-Unis. Enfin, quand Tucker Carlson a fait l'interview avec ce gamin, Nick Fuentes, j'ai regardé l'entretien et la façon dont il a été décrit par ces fous sionistes comme Mark Levine, Ben Shapiro et Randy Fine. Tu sais, l'homme qui n'a jamais rencontré un donut qu'il n'aimait pas. The man who's never met a donut he didn't like. Good Lord. I mean, he's into Jerry. Oh mon Dieu. Je veux dire, il est dans le territoire de Jerry Nadler en termes d'obésité. Peut-être qu'on peut excuser son manque de vivacité d'esprit parce que tout le sang circule dans ce corps corpulent plutôt que de rester dans son cerveau. Mais, vous savez, attaquer Tucker en le qualifiant d'antisémite, de nazi, dirigeant les jeunesses hitlériennes, et ils ont proféré des menaces directes de le tuer. Ils n'ont pas dit « nous allons le tuer », mais ils ont dit qu'il devait être éliminé, réduit au silence, neutralisé, de jolis euphémismes pour dire « tuer, assassiner quelqu'un ». Et j'ai vu un extrait vidéo d'Eric Trump et de sa femme sur scène, et un jeune homme courageux s'est levé et a dit « en gros, pourquoi essayons-nous de faire passer l'Iran pour le méchant alors que nous nous sommes nous-mêmes liés à Israël ?» Trying to make Iran out to be the bad guy, and we've saddled ourselves with Israel, who's carried out attacks, who'd attacked the USS Liberty. Qui a été utilisé, qui a mené des attaques, qui a attaqué l'USS Liberty, et qui n'a fait que créer des problèmes pour ton père. Et tu sais, en regardant la danse qui a suivi, j'ai été tenté d'appeler Eric Trump Bo Dangles. Il faisait un si bon numéro de claquettes légères. En ce moment, aux États-Unis, ce débat a atteint son paroxysme. Et tu sais, les sionistes, dans leur stupidité, s'en prennent aux chaînes YouTube les plus prolifiques. Candace Owens a environ 5,5 millions d'abonnés. Tucker en a autour de 4,9 millions. Et Joe Rogan en a 20 millions. Ils sont donc en train d'aliéner ces voix importantes, parce que les médias traditionnels, que les sionistes ont rachetés et essayent de contrôler, ne sont plus pertinents, ne sont plus regardés par la majorité des gens. Ce n'est plus qu'un gouffre coûteux dans lequel ils jettent de l'argent. Ouais, nous regardons le navire couler, Nima. Oui, voici ce que le Dr Faustin a dit à propos de Donald Trump, qui donne la priorité à Netanyahou. J'ai fait campagne pour lui et j'adore Trump, je veux juste le dire. Je lui ai parlé l'autre jour et j'adore Trump. Je le connais depuis 25 ans et franchement, je pourrais écrire de nombreux livres sur Trump et il serait globalement positif. Mais dès qu'il est élu, qui est la première personne à lui rendre visite? Bibi. Puis il revient encore. Et c'est comme si l'énergie de l'administration et de tout le gouvernement américain devenait soudainement centrée sur l'Iran. Une guerre avec l'Iran? Vraiment? Oui. Combien de personnes connais-tu qui ont été tuées par l'Iran aux États-Unis au cours de ta vie? 0? Parce que c'est le chiffre. Combien de personnes connais-tu qui sont mortes d'une overdose? Quelques-unes. Et peut-être que vous avez un neveu qui l'a fait. Alors c'est quoi tout ça? Je sais que vous voulez un changement de régime en Iran. Je n'en veux pas du tout à Israël. En fait, je ne suis pas en colère contre Israël. Je suis en colère contre nos dirigeants parce qu'ils passent leur temps et dépensent mon argent à se concentrer sur le pays de quelqu'un d'autre. Et ensuite, je suis doublement en colère parce que c'est une trahison totale de la promesse, celle selon laquelle votre gouvernement travaille pour vous, parce que vous possédez le gouvernement, parce que c'est une république démocratique. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Et puis, si vous dites quoi que ce soit à ce sujet, c'est « vous êtes un nazi, vous êtes un antisémite ». Eh bien, en réalité, non. Et je suis très bien placé pour le dire, parce que vraiment, je ne le suis pas. Oui, il a été attaqué, Larry, d'ailleurs Carl, comme Larry l'a mentionné.
Ils ne s'en prennent pas seulement à lui, ils s'en prennent au mouvement, à ce type de sentiment, à cette forme de compréhension parmi les républicains, surtout chez les jeunes, parce que ce genre de discours résonne vraiment chez les personnes de moins de 30 ans. C'est la principale préoccupation, à mon avis en ce moment, concernant le gouvernement israélien et ce qu'il fait aux États-Unis, l'argent qu'il dépense, les investissements dans les partis, même dans le cas de Zohran Mamdani. C'est tout le problème. Je dirais autour de 40. Je dirais en dessous de 40. Et ça monte rapidement. Très rapidement. J'ai regardé une vidéo de Ben Shapiro l'autre jour, et je n'en revenais pas de voir à quel point il était malveillant. Je veux dire, dans la vidéo, il prenait presque des proportions sataniques, rien que par son apparence. Il perd complètement les pédales. Et je pense qu'il illustre vraiment ce qui se passe. Il s'effondre, les sionistes enragés, les sionistes chrétiens, tous ceux qui sont liés à tout ça. Ce que Tucker disait, livrer l'Amérique à cet État à l'extrémité orientale de la Méditerranée. Et tu connais ma conviction. Tu sais ce que je pense, nous ne leur livrons pas l'Amérique. Nous les utilisons pour faire notre sale boulot au Levant. Mais ça touche aussi à sa fin, évidemment. Et là où ça va s'arrêter brutalement, si ce que j'entends en ce moment est vrai, et je l'ai entendu de plus d'une source, voici la situation en résumé. Bibi va s'occuper du Liban et du Hezbollah, et Donald est censé s'occuper de l'Iran, parce que Bibi ne peut pas tout faire. C'est sur cela qu'il travaille. Et ce cessez-le-feu, qui n'en est pas vraiment un, à Gaza, est essentiellement un subterfuge. Tout le discours à son sujet, diplomatique ou autre, lié à la relance des accords d'Abraham et ainsi de suite, a été fortement mis à mal par le ministre des Affaires étrangères d'Oman lors de la conférence parrainée par l'ISS à Manama, où il a déclaré que la principale cause d'instabilité dans la région était Israël. Peut-on croire qu'un ministre des Affaires étrangères de l'État le plus équilibré de la région, Oman, notre État de bons offices encore et encore, puisse dire cela? Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que l'acteur le plus puissant et le plus instable de la région, celui qui cause tous les problèmes, c'est Israël, soutenu par les États-Unis. C'est ce qu'il aurait dû dire, car nous sommes les véritables responsables. Mais cela aussi est en train d'être révélé. Et je pense que nous allons avoir un vrai problème si cette stratégie se poursuit, contre le Hezbollah de manière significative et contre l'Iran, avec les États-Unis comme principal belligérant. À mon avis, ce serait la fin de notre relation avec quiconque au Levant, car tant de forces sont désormais tournées contre nous. Non seulement les 90 millions d'Iraniens, mais aussi apparemment la majeure partie de la Ligue arabe et du CCG. Everested Demoricid Journeys. Larry, le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a déclaré qu'ils avaient essayé tous les moyens possibles pour communiquer avec l'administration Trump, mais qu'aucun n'avait fonctionné. C'est pourquoi ils doivent se préparer à toute forme d'attaque de la part des États-Unis. D'accord. Et pour nous défendre et réagir de manière appropriée. Et voici Donald Trump, Larry, qui se vante d'avoir dirigé l'attaque. Donald Trump, le pacificateur, le soi-disant pacificateur, il se vante d'avoir été responsable de l'attaque contre l'Iran. Un peu comme Israël. Israël a attaqué en premier. Cette attaque a été très, très puissante. J'en étais largement responsable. Lorsque Israël a attaqué l'Iran en premier, ce fut un grand jour pour Israël, car cette attaque a causé plus de dégâts que toutes les autres réunies. Oui, c'est une honte. Je veux dire, tu sais, le narcissisme est... Eh bien, je me souviens qu'au début, il s'en est attribué le mérite, puis il est revenu en disant « Non, je ne sais rien de tout ça. C'est une nouvelle pour moi. » Et maintenant, c'est « Oh oui, je dirigeais l'opération. »
Et la chaîne 12 en Israël a diffusé un reportage il y a environ une semaine, dans lequel ils ont enfin détaillé à quel point les attaques iraniennes avaient été dévastatrices pour les sites militaires et de renseignement les plus sensibles d'Israël. Parce qu'auparavant, en fait, à peu près la même semaine, la chaîne 14 en Israël publiait ce rapport tout ensoleillé, disant « Oh mec, l'Iran n'a pas pu nous atteindre. L'Iran est nul, leurs armes ne valent rien. Ils ont été lamentables et nous avons triomphé. » Et la chaîne 12 est revenue en disant « Non, regardons les images. » Et ils avaient des vidéos avec des commentaires de hauts responsables militaires et du renseignement affirmant qu'au bout de 4 jours, les dirigeants israéliens étaient stupéfaits de l'efficacité des frappes iraniennes. Et nous savons maintenant que l'Iran n'avait même pas utilisé ses missiles les plus sophistiqués lors de ses attaques. Donc si Trump et Netanyahou sont assez stupides, et je ne peux pas l'exclure, je pense qu'ils le sont, pour lancer une nouvelle attaque contre l'Iran, cela se passera très mal pour les États-Unis et pour Israël. Causeront-ils des dégâts et tueront-ils un certain nombre d'Iraniens? Bien sûr. Mais l'Iran infligera à Israël des dommages tels que, si cela se produit, je pense que la survie même d'Israël serait remise en question. Et Nima, pendant que Larry dit ce qu'il dit, ce que je pense être tout à fait juste, il met au défi un pays de 240 millions d'habitants, le Nigeria, dans les termes les plus belliqueux, et il a une force de combat qui se rassemble au large du Venezuela. Aujourd'hui, nous avons appris qu'ils ont envoyé 2 bombardiers B-52 vers la côte, près de la côte du Venezuela. Je pense qu'ils vont faire quelque chose, parce que cela n'a pas de sens autrement. Tu te souviens de ce qui s'est passé avec l'Iran? Ils se préparaient, et nous pensions que cela ne pouvait pas arriver. Mais c'est arrivé malgré tout. Et c'est à mon avis la principale préoccupation en ce moment. Au Brésil, les gens, le gouvernement, la population, sont très inquiets de ce qui pourrait se passer avec le Venezuela. Et la communication entre le gouvernement brésilien et l'administration Trump est tout simplement horrible. Il n'y en a pratiquement pas. Et c'est incroyable, Carl, de voir à quel point tu comprends que Donald Trump ne communique avec personne en Amérique latine, qu'il attaque le Venezuela tout en parlant de la persécution des chrétiens au Nigeria. Et soudain, il se dit préoccupé par les chrétiens, alors que des chrétiens assassinés à Gaza et en Palestine. Eh bien, je n'ai même pas mentionné que Hegseth parle d'utiliser la puissance militaire américaine pour frapper les cartels au Mexique. C'est insensé. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot pour ça. C'est insensé. J'espère et je prie que Donald Trump ne fasse que se vanter, que rien de tout cela ne se concrétisera. Mais j'en ai assez vu à ce stade pour comprendre, comme tu viens de le dire à propos de l'Iran, quand nous les avons attaqués en plein milieu d'une démarche diplomatique, que tout est possible avec cette administration, absolument tout. Je veux dire, je croise les doigts et je prie. Et il ne parle pas à Lula. C'est presque comme s'il devait décrocher le téléphone et réellement chercher de l'aide. Ce n'est pas Donald Trump. Ce n'est pas Donald Trump. Donald Trump n'a besoin de l'aide de personne. Donald Trump doesn't need help from anyone. Parce que la principale idée, Larry, tu peux intervenir. La principale idée, c'est que le gouvernement du Venezuela n'a pas peur d'entretenir de meilleures relations avec les États-Unis. Il serait tout à fait disposé à vendre du pétrole aux États-Unis, n'est-ce pas? Et à recevoir une forme d'investissement américain au Venezuela. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tout tourne autour du pétrole? Si c'est le cas, Megxit a aucun problème avec ça. Non, il ne s'agit pas seulement de pétrole. En réalité,
cela remonte au désir de contrôler le Venezuela. Et vous savez, pendant de nombreuses années avant l'arrivée d'Hugo Chavez, le prédécesseur de Maduro, les plus hauts responsables du gouvernement vénézuélien, y compris l'ancien président Carlos Andrés Pérez, étaient des agents de la CIA. Ils étaient payés par la CIA. Donc vous voyez, nous avions le contrôle. Avec l'arrivée de Chavez, nous avons perdu ce contrôle. Et maintenant, Maduro, je ne dis pas que Maduro est une sorte de George Washington pour le Venezuela, mais c'est un nationaliste. Et les gens disent, oh eh bien, il est corrompu. Écoutez, après ce que nous avons vu avec les Dick Cheney, les Barack Obama, les Bill Clinton, les George W. Bush, et maintenant Donald Trump, l'Amérique devrait d'abord nettoyer sa propre corruption avant d'aller faire la leçon au reste du monde sur la corruption. Clean up your own corruption before you go out around the world lecturing other countries on being corrupt. Okay? Nancy Pelosi, great stock picker she is. Nancy Pelosi, quelle excellente investisseuse, vraiment. L'Amérique est profondément imprégnée de la corruption qui vient de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. Et à cet égard, c'est un peu comme un chien qui marque son territoire. On va simplement lever la patte sur le Venezuela pour leur rappeler que c'est nous les chefs. Mais ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, Trump et Hegseth, ils ne sont pas très futés sur ces questions, parce qu'ils ont déployé cette force militaire. Et maintenant, elle est là depuis au moins 10 semaines. Vous savez, c'est comme ces publicités pour les troubles de l'érection. Si vous prenez une certaine petite pilule bleue et que vous restez en érection après 4 heures, consultez un médecin. Eh bien ici, on a une force militaire à qui on a demandé de rester en érection, excitée et prête à agir depuis maintenant 10 semaines, plus de 2 mois. Et on ne peut pas maintenir ce niveau d'alerte tout en restant efficace et performant. Donc tu as peut-être raison. Simplement, avec le temps, ils vont devoir décider d'appuyer sur la gâchette, car ils ne peuvent pas rester là indéfiniment. Et si cela finit par être le véritable facteur qui guide la prise de décision, ils en paieront le prix fort. Parce que le Venezuela, oui, il n'est pas aussi puissant militairement que les États-Unis, il a beaucoup de désavantages, mais il joue quand même sur son propre terrain. Et il dispose d'une variété d'armes, chinoises, iraniennes et russes, qu'il peut utiliser. Et tu sais, les États-Unis vont découvrir qu'il existe des limites à notre puissance. Et l'une de ces limites, Nima, m'a été rappelée une fois de plus, à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie et lors de l'entretien que j'ai mené ce matin. L'entretien était avec un contemporain du colonel Douglas McGregor, un officier de l'armée américaine qui commandait l'une des rares unités vraiment remarquables encore existantes. Il n'est plus en service aujourd'hui. Et pour résumer, l'armée des États-Unis ne pourrait pas se battre actuellement. Elle est terriblement, terriblement désorganisée par le commandement qu'elle a connu en Afghanistan, en Irak et ailleurs. Tellement mal géré. C'est tellement corrompu dans sa direction. C'est tellement incapable de faire quoi que ce soit que l'on pourrait penser que l'armée des États-Unis, à ce stade de son existence, serait capable d'accomplir. Nous jouons avec le feu. Et je soupçonne que la marine et l'armée de l'air, bien que légèrement meilleures, parce qu'elles sont essentiellement des forces techniques et non des forces fondées sur la main-d'œuvre comme l'armée de terre et le corps des marines, ne sont pas en meilleure forme. Donc tout ce qu'ils font, avec toute cette fanfaronnade, toute cette parade impériale sur la scène mondiale, se fait sans rien derrière le rideau. Oui. Larry, tu as mentionné l'Iran, la Chine et la Russie. Penses-tu qu'ils sont en train de construire un bouclier de guerre? Un bouclier de guerre? Oui, quelque chose pour les protéger. L'Iran s'est réveillé après le 25 juin et a reconnu, du moins beaucoup au sein de la haute direction l'ont fait, qu'il avait été insensé
de rejeter les précédentes offres d'assistance et de coopération militaire accrue entre la Russie et l'Iran, puis entre la Chine et l'Iran. Ce n'est pas une solution immédiate. Ils sont en formation. D'après ce que je comprends, les Iraniens sont actuellement formés à l'utilisation du système antimissile S-400. Et il faut environ 1 à 2 ans pour en maîtriser le fonctionnement. En attendant, il se peut que les Russes doivent intervenir et faire fonctionner une partie de cet équipement pour le compte de l'Iran. Je n'exclurai pas cette possibilité. Il y a eu, vous savez, nous en avons déjà parlé, à tous les niveaux du gouvernement iranien, tant du côté civil que du côté militaire, des responsables qui effectuent fréquemment des voyages à Moscou pour rencontrer leurs homologues. C'est la même chose avec la Chine. Donc, en ce moment, aujourd'hui, l'Iran est dans une position bien plus forte. Il ne s'agit pas seulement de coopération militaire. La stupidité de l'Occident, qui tente de mettre en place les soi-disant sanctions de réactivation, comme s'il s'agissait de relancer des sanctions qui n'avaient jamais vraiment été levées, a désormais été contournée, car la Russie et la Chine, qui soutenaient auparavant le régime de sanctions, ont déclaré « non, c'est illégitime ». Nous ne le reconnaissons pas. Nous n'allons pas nous y conformer. Ainsi, désormais, l'Iran peut faire des affaires avec la Chine, avec la Russie et avec d'autres pays de la coalition des BRICS qui ne vont pas se soumettre à l'Occident. Et je pense en réalité que nous verrons la situation économique de l'Iran commencer à s'améliorer. L'idée que les États-Unis disposent de la force militaire nécessaire pour contraindre l'Iran ou le faire capituler est tout simplement risible. Encore une fois, nous n'avons pas pu gérer les Houthis. Donc, vous savez, le fantasme hollywoodien sur la puissance et la supériorité de l'armée américaine, une fois confronté au monde réel, se révèle être un véritable tigre de papier. Colonel, voici ce qu'a déclaré Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, à propos de la menace venant de la Russie, de la Chine et de l'Iran. À l'avenir, la Russie restera une force déstabilisatrice en Europe et dans le monde. Et la Russie n'est pas seule dans ses efforts pour saper les règles mondiales. Comme vous le savez, elle collabore avec la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et d'autres. Ils renforcent leur coopération en matière de défense et d'industrie à des niveaux sans précédent. Ils se préparent à une confrontation de longue durée. Nous ne pouvons pas être naïfs, nous devons être prêts. Le président Roosevelt a déclaré célèbrement que des ennemis puissants doivent être vaincus et surpassés en production. Et c'était en 1942. On peut en dire autant aujourd'hui. Nous appelons cela la paix par la force. Nous sommes déjà en train d'inverser la tendance en matière de munitions. Jusqu'à récemment, la Russie produisait plus de munitions que tous les alliés de l'OTAN réunis. Mais ce n'est plus le cas. Dans toute l'Alliance, nous ouvrons désormais des dizaines de nouvelles lignes de production et nous agrandissons celles qui existent déjà. Ce qu'il décrit, c'est une marche vers une course aux armements qui mènera inévitablement à la guerre. C'est bien ce qu'il décrit. Et d'ailleurs, il ne va pas faire cela du jour au lendemain, en aucune façon, ni avec des obus de 155, 175, 8 pouces, ni avec aucun autre type de munitions d'artillerie. Il a dit que cela prendrait 2 à 3 ans. Mais regardons simplement ce qu'il a dit. Ai-je usurpé? Est-ce que tu posais la question à Larry? Non, non, non. Vas-y, c'est ton tour. Ce qu'il a dit, pourquoi font-ils ce qu'ils font de concert? Je veux dire, c'était un peu la question qu'ils ont lancée. Parce qu'ils nous observent. C'est ainsi que commencent les courses aux armements. C'est ainsi que commencent les guerres. Ils nous observent et ils observent notre imprévisibilité, la stupidité grossière et le caractère incroyable de notre direction. Une bataille pour le sud du Venezuela, une menace atroce pour le Nigeria, le chaos au Levant,
le chaos en Ukraine, chaos auquel nous avons largement contribué depuis plus de 15 ans. Et ils se disent, nous ferions mieux d'être prêts. Nous avons provoqué cette action concertée qu'il décrit. Elle est entreprise à cause de nous. Non pas parce qu'ils veulent nous attaquer, ni parce qu'ils veulent agir de manière hostile envers l'Empire américain. C'est parce qu'ils nous considèrent comme complètement fous. Et donc, ils prennent des précautions. Il dit, Larry, qu'aujourd'hui, l'OTAN surpasse la Russie en matière de production de munitions. Yeah. Is that the case? No, that's just complete. Est-ce le cas? Non. C'est tout simplement du pur fumier de taureau. Les résultats se voient sur le champ de bataille. Il n'y a pas un seul domaine de la technologie ou de l'armement militaire où l'OTAN est un avantage sur la Russie. En fait, ce qui est remarquable, c'est que la Russie dispose d'au moins 4, peut-être 5 variantes de missiles hypersoniques qui remplissent des fonctions différentes. Mais ils ont tous un point commun. Ils se déplacent à une vitesse minimale de Mach 6 et peuvent être manœuvrés. Le dévoilement, il y a une semaine, du missile de croisière Burevestnik, propulsé par un réacteur nucléaire miniature, tout comme le Poséidon, en est la preuve. Et la Russie a annoncé que le Burevestnik allait être transformé en missile de croisière hypersonique, ce qui, vous savez, montre qu'il continue de faire monter les enchères. En Occident, il ne s'agit pas seulement d'obtenir l'équipement militaire le plus sophistiqué. Prenons du recul et demandons-nous, quelle est donc la stratégie? Qu'essayons-nous d'accomplir? La Russie, elle, est très claire sur ses objectifs. Elle cherche à affaiblir l'OTAN et à se protéger. Et elle a été très efficace dans la poursuite de cette stratégie. Que veut faire l'Occident? Démanteler la Russie? La détruire? On n'arrive pas à le comprendre. Mais l'autre aspect ici, et j'ai eu une conversation hier avec Doug McGregor, vous savez, les Russes, dans la manière dont ils mènent leurs opérations militaires, disposent d'un état-major général. Et même s'ils ont une unité tchétchène composée de musulmans, ils sont avant tout russes. Ce ne sont pas des Tchétchènes. Ainsi, vous avez un commandement centralisé qui coordonne tous les différents moyens militaires et supervise ce qui se passe dans l'armée de l'air, dans les forces terrestres et dans les forces maritimes. Ils agissent tous selon la même ligne directrice. Alors qu'en Occident, commençons par les États-Unis, en ce qui concerne l'armée américaine. Vous savez, les Marines sont comme un groupe de punk rock, l'armée joue de la musique classique et l'armée de l'air fait du jazz. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, car chacun poursuit ses propres intérêts particuliers, avant tout. Et ensuite, quand on combine tout cela dans l'OTAN, cela ressemble à une parade de la fierté, avec des personnes transgenres et quelques animaux costumés qui dansent autour. Autrement dit, il n'y a aucune cohérence. C'est donc essentiellement une imposture potentiellement mortelle. Mais s'ils continuent sur cette voie, en essayant de tout militariser et de menacer la Russie, ils vont perdre. Carl, on les entend souvent parler des règles. Où sont ces règles? Existe-t-il un document pour cet ordre fondé sur des règles? Désolé, c'est hilarant. Beaucoup d'entre nous aimeraient en savoir plus, le lire. Où est-il? Cela a été consigné par Thucydide il y a de nombreuses années, et cela dit, en substance, nous avons le pouvoir, et vous ne l'avez pas. Donc ce que nous disons fait loi. C'est vraiment ce que c'est aujourd'hui. On pourrait dire, comme je l'ai fait ce matin avec mon correspondant à Moscou, à propos du 80e anniversaire du tribunal de Nuremberg, qu'il en a toujours été ainsi. Mais ce n'est pas juste, car il y a eu beaucoup de personnes
surtout autour de ce tribunal, et après. En 1948, nous avons adopté les conventions de Genève, les 4, et certains étaient véritablement intéressés par ce que ce tribunal avait établi, à savoir dans son essence, le droit pénal international, les tribunaux et tout ce qui en découle. Et pendant longtemps, nous avons poursuivi des dirigeants noirs en Afrique, et il n'y a pas eu d'homme blanc jusqu'à ce que Milosevic fasse ce qu'il a fait en Europe. Le tribunal a été utilisé comme un outil de l'Empire, même si l'Empire n'était pas pleinement membre du processus. Il l'a tout de même utilisé. Il avait une certaine légitimité dans le cadre de l'ordre fondé sur des règles. Ce n'est plus le cas. Nous avons tout jeté, tout abandonné, piétiné cela dans la boue. Et nous avons dit, vous ferez ce que nous vous disons de faire, ou nous vous sanctionnerons, ou nous vous bombarderons, ou les deux. Et Donald Trump en est aujourd'hui l'incarnation, contrairement à ce qu'il disait vouloir être. Je pense, Larry, que le résultat des 2 rencontres que Donald Trump a eues, avec Poutine en Alaska et avec Xi en Corée du Sud, a montré que ces pays ne sont pas dominés par les États-Unis. On les voit comme des égaux lorsqu'ils se parlent. Et la Chine n'est pas là, tu sais, pour recevoir des ordres des États-Unis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et pourquoi est-ce surtout les Européens qui parlent de l'ordre fondé sur des règles? Qu'est-ce qu'ils retirent de ce genre de rhétorique? Oui, eh bien, c'est mis à jour. C'est la règle d'or. Ceux qui ont l'or font les règles. Et dans ce cas, les États-Unis, qui avaient été dominants grâce à la primauté du dollar, le dollar américain comme monnaie de réserve, en gros, sans le dollar, on ne peut pas faire de commerce. Eh bien, la Chine et la Russie prouvent maintenant que ce n'est plus le cas et s'efforcent, en partie grâce aux sanctions imposées par l'Occident à la Russie à la suite de l'opération militaire spéciale, d'accélérer le développement d'un système financier alternatif affranchi du dollar. Et cela a, vous savez, des implications profondes pour l'avenir. Parce que, vous savez, l'Occident est encore comme une poule sans tête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Parfois, quand on coupe la tête d'une poule, elle court un moment avant de se rendre compte qu'elle est morte et de tomber. C'est un peu là où en est l'Occident en ce moment. On nous a coupé la tête et nous ne nous en rendons tout simplement pas compte. Ou, vous savez, nous sommes le mort qui marche. Le monde a fondamentalement changé. La Russie et la Chine sont en position de force. La Russie, grâce à ses ressources naturelles et à une base industrielle solide, et la Chine avec la base industrielle la plus puissante de la planète. Et vous savez, les 2 pays ont des avantages que les États-Unis n'ont plus. Les États-Unis ont financiarisé leur économie, et cela signifie qu'au lieu de réellement construire des choses, d'avoir la capacité de fabriquer, nous avons délocalisé. Un exemple est John Deere, dont le siège se trouve au centre des États-Unis, à la frontière, une partie en Iowa et une autre en Illinois. Nous appelons cette région les Quad Cities. Autrefois, on y fabriquait et produisait réellement les composants, puis on les assemblait sur place, aux États-Unis. Eh bien, ce n'est plus le cas. Les pièces sont fabriquées au Mexique, en Chine et ailleurs, puis une partie est assemblée aux États-Unis. Mais vous savez, être capable de construire un ensemble Lego n'est pas la même chose que de réellement produire les Legos. Donc avec tout cela, Trump agit en réalité à partir d'une position très faible. La Chine n'a pas besoin de nous, et la Russie n'a certainement besoin de rien de ce que possèdent les États-Unis. Elle n'a besoin de rien du tout. Cela nous ramène donc à la question du levier d'influence. Les États-Unis ont-ils besoin de certaines choses venant de la Russie? Absolument. Nous avons besoin d'uranium enrichi pour les réacteurs nucléaires.
Ils sont un fournisseur majeur des engrais utilisés dans les exploitations agricoles américaines. Ainsi, les États-Unis n'ont pas le type de levier sur la Russie que nous pensions autrefois avoir. Voici un autre aspect de la question, Nima. L'autre jour, j'ai regardé, par hasard en fin de compte, un webinaire très instructif sur l'Antarctique, car nous venions d'y célébrer certains anniversaires, et nous venions aussi d'y tenir une grande réunion. Il n'existe pas de problème plus difficile et plus complexe sur Terre que la gestion de l'Antarctique, car il y a tant de variables, tant d'acteurs et tant d'accords. C'est le dernier endroit, par exemple, où nous avons encore des pactes stricts pour la paix, la non-ingérence et l'interdiction de toute action susceptible de nuire à cette immense masse terrestre, en plus de la masse de glace et de mer, qu'est l'Antarctique. Et l'une des choses qui est ressortie de cette réunion, c'est que nous détruisons l'un des aspects fondamentaux de la vie sur Terre, le krill. Tout le monde sait probablement ce qu'est le krill. Le krill est en réalité le pilier de la vie océanique. Nous en faisons trop. Nous prélevons bien plus de krill que nous ne devrions. Les stocks sont aujourd'hui plus bas qu'ils ne l'ont jamais été dans toute l'histoire connue de la planète. Et les AMP, les aires marines protégées, qui se trouvent là-bas et qui fonctionnent actuellement, sont essentiellement soutenus, oui, par le Chili et l'Argentine, qui défendent leur cause avec le plus d'éloquence lors de ces conférences et autres rencontres. La véritable pression à ce sujet vient des grands États, surtout de celui qui possède 6000 navires de pêche en haute mer, la Chine. Nous devons être présents. Nous devons collaborer avec ce dernier bastion d'équanimité et de paix sur Terre, et véritable fournisseur de ce que les océans nous offrent. Et le krill en est la base. C'est la base. Et nous ne sommes pas, nous sommes là avec nos diplomates et tout le reste, et nous maintenons la position que nous devons maintenir à cet égard. Mais ce n'est pas suffisant. Je parie que Trump ne saurait même pas ce qu'est un krill. Je parie que Trump ne saurait pas ce que représente l'Antarctique en termes d'importance pour le reste du globe. Sans parler des 2 glaciers là-bas qui fondent à une vitesse incroyablement rapide, 6 ou 7 fois plus vite que ce que nous avions prévu il y a 10 ans, et qui vont provoquer une élévation du niveau de la mer d'une manière que les gens ne comprennent même pas encore. Et nous ne sommes pas, du moins, autant que je puisse en juger, ces personnes agissent malgré Marco Rubio et malgré Donald Trump pour nous, dans cette région du monde cruciale. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Non seulement tout ce dont Larry parlait, et tout cela est vrai, l'accord monétaire, etc., mais nous ne prêtons pas attention à des choses vraiment essentielles. Oui. Larry, l'un des problèmes, c'est à quel point Poutine semble calme. Depuis que Donald Trump est entré en fonction aux États-Unis, il a d'une certaine manière trouvé un moyen de composer avec Trump, et la rhétorique assez différente venant de Washington. Mais il semble que le nouveau mouvement, la nouvelle rhétorique de l'administration Trump, liée aux essais de bombes nucléaires, soit une préoccupation majeure pour la Russie. Et il n'y a aucune discussion sérieuse en coulisses à ce sujet. Et voici ce que dit Donald Trump. L'Amérique possède plus d'armes nucléaires que tout autre pays. Cela a été accompli grâce à une mise à jour complète et à une rénovation des armes existantes pendant mon premier mandat, lorsque j'ai reconstruit l'armée. En raison de leur formidable pouvoir destructeur, j'ai détesté le faire. Cela concernait les armes nucléaires. Mais je n'avais vraiment pas le choix. La Russie arrive en 2e position et la Chine est loin derrière, mais elle sera à égalité d'ici 5 ans.
En raison des programmes d'essai d'autres pays, j'ai donné instruction au département de la Défense de commencer à tester nos armes nucléaires sur une base équitable. Ce processus commencera immédiatement. Merci de votre attention à cette question. Thank you for your attention to this matter. God, that just irritates the hell out of me. Thank you for the Ouais, attention to this tu sais, ça m'énerve vraiment à un point pas possible. Merci de l'attention portée à cette affaire. Franchement, à quel point peut-on être ridicule? Je vais laisser le colonel Wilkerson parler, puisqu'il a déjà été directement impliqué dans cette question par le passé. Mais Trump ne sait pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle des vecteurs de lancement en cours de test ou des ogives? En ce qui concerne les ogives, la Russie en a plus que nous. Nous sommes à la traîne sur ce point. Et il y a un vrai problème avec la force Minuteman. Ces missiles balistiques intercontinentaux, ils sont très dépassés. On peut même se demander s'ils seraient fiables en situation de crise. Les Russes, de leur côté, essaient de comprendre ce que diable Trump est en train de faire. The Russians, for their part, they're trying to figure out what the hell is Trump doing. They've made several. Ils ont adressé plusieurs demandes de renseignements au département d'État, au département de l'énergie, au département de la défense, ou, comme certains l'appellent désormais, le département de la guerre, pour savoir ce que Trump veut réellement dire. De quoi parle-t-il? Parle-t-il de faire réellement exploser une ogive sous terre? Si c'est bien de cela qu'il s'agit, cela prendra au moins 3 ans. Ou bien parle-t-il de certaines simulations informatiques? En fait, que font-ils exactement? Cela dit, Poutine et son Conseil de sécurité nationale ont décidé qu'ils devaient agir comme si les États-Unis allaient vraiment le faire. Ils mettent donc les choses en place pour être prêts à y répondre si cela se produit. C'est extrêmement dangereux, car tout engagement en faveur du contrôle des armements, c'est-à-dire la maîtrise de l'usage possible des armes nucléaires, est en train de disparaître. Non, l'aspect le plus important pour moi, c'est exactement ce que Larry a dit à la fin. On dirait que nous ne sommes pas vraiment sérieux à l'idée de revenir à un régime de traité qui inclurait non seulement nous et la Russie, mais aussi la Chine, et à terme les 6 pays qui possèdent l'arme nucléaire, plus 2 autres qui sont des puissances nucléaires potentielles. La Maison-Blanche et Trump lui-même ont publié une déclaration juste après pour préciser qu'il ne parlait pas d'explosion nucléaire. Alors de quoi parlait-il? C'est la question que cela soulève. Si vous ne parlez pas d'explosion nucléaire, pourquoi faire des remarques aussi dramatiques qui donnaient l'impression que c'était le cas? Et c'est une longue histoire. À l'atoll de Bikini, c'est là que nos experts ont vraiment été convaincus d'arrêter les essais atmosphériques. Parce qu'en réalité, nous ne savions pas ce que nous avions fait à cette fichue atmosphère. C'était une bombe à fusion-fission, et Edward Teller a obtenu ce qu'il voulait, pourrait-on dire. C'était une énorme explosion qui a vraiment surpris beaucoup de gens quant à ce qu'elle avait pu faire à l'atmosphère. Nous avions donc une bonne raison d'y mettre fin, et c'est ainsi que le TIS a vu le jour. Nous ne voulions plus faire d'essais souterrains non plus, car nous étions vraiment inquiets de contaminer les nappes phréatiques et autres, ce qui est une peur bien réelle. Alors, de quoi parle-t-il? Parle-t-il des simulations informatiques que nous faisons, les essais sous-critiques que nous menons pour nous assurer que l'arsenal est fiable? Et Larry a tout à fait raison. Le système de missiles Sentinel, censé remplacer ces Minutemen presque obsolètes que nous avons, est dans un tel état en ce moment que selon la loi du Congrès, il devrait être annulé, tant il dépasse le budget et accumule les retards. Il en va de même pour les 2 sous-marins de remplacement, l'un d'attaque et l'autre lanceur de missiles balistiques. Nous sommes dans une situation vraiment critique. Non seulement, comme je l'ai déjà dit, à cause de l'incapacité des forces armées à accomplir quoi que ce soit de valable en raison de la négligence et du manque de leadership, mais aussi parce que nous avons laissé cette base industrielle
partir complètement à volo, totalement à volo. Et cette dernière initiative de Hegseth, visant à rationaliser le processus d'acquisition, et tout le reste n'est tout simplement qu'un plan pour que ses amis s'enrichissent. C'est à peu près tout. S'il devait la mettre en œuvre avec l'esprit dans lequel il l'a présentée, et qu'elle réussissait ne serait-ce qu'à 70%, cela pourrait avoir un effet positif. Mais il y a tellement de place pour la criminalité là-dedans que c'en est pitoyable. Et il a supprimé tout ce que nous avions auparavant, aussi redondant que cela ait pu paraître. Or, cette redondance avait une raison d'être. Elle permettait de contrôler ce genre de dérive. Donc, tout, depuis les tests et évaluations opérationnelles jusqu'à la supervision du processus en général. Nous sommes un désastre, Nima. Un désastre en quête d'un endroit où se produire. Et malheureusement, cet endroit, c'est le monde. Larry, juste pour conclure cette session, il y a eu une rencontre entre Donald Trump et certains pays d'Asie centrale, et il semble qu'ils aient également parlé des accords d'Abraham. Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure ils pensent que ces pays peuvent jouer un rôle dans cet accord. De quoi s'agit-il exactement? Avec Donald Trump, est-ce que tout tourne autour de la Russie et de l'Iran dans la région? Ou bien parle-t-il d'une sorte de connexion allant de l'Asie centrale à la Syrie pour déstabiliser et d'une certaine manière gérer la région? Je pense qu'il s'agit surtout, encore une fois, de prendre le contrôle ou d'essayer d'exercer une influence sur les pays qui bordent à la fois la Russie et la Chine, et aussi de chercher à affaiblir l'Iran. Ces pays sont en réalité sans importance pour les accords d'Abraham. Les acteurs clés, ce sont l'Arabie saoudite et les autres États du Golfe. Si eux ne signent pas, c'est fini. Obtenir la reconnaissance d'Israël est une chose, mais comme nous l'avons mentionné plus tôt, voici Trump qui parle de préserver la vie des chrétiens au Nigeria, tout en ne faisant absolument rien lorsque des sionistes attaquent des chrétiens en Cisjordanie et en Palestine, et ont tué des chrétiens là-bas, et en Syrie aussi. Alors tu sais, en fait, Al-Jolani serait content de ça. Eh bien, il le fait depuis un moment. Vous savez, ça fait partie de sa méthode de fonctionnement, de son mode opératoire. Donc encore une fois, cela a une intention plus large. Je ne pense pas qu'Israël soit vraiment au centre de tout cela. Je pense que cela a davantage à voir avec une tentative de positionner des atouts dans l'espoir que nous puissions affaiblir la Russie et la Chine. Oui. Carole, ressens-tu la même chose? Quelle est l'importance de la participation de la Syrie aux accords d'Abraham? Est-ce vraiment si significatif? Il s'adressait au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, allez-y. Quand vous avez le ministre des Affaires étrangères d'Oman, jusqu'à présent notre meilleur pays arabe jouant le rôle de bons offices dans la région, quand vous avez le ministre des Affaires étrangères qui dit que la clé de la déstabilisation de la région, c'est l'Israël et les États-Unis, les choses changent. Et une partie de cela va au-delà de ce que disait Larry, avec lequel je suis entièrement d'accord. Il s'agit aussi de Kushner, qui essaye de trouver d'autres alternatives pour sauver son plan et qui passe, vous savez, par le Big Daddy pour y parvenir. Et il ne les trouvera pas. Je veux dire, Trump est sorti en disant « Oh, le Kazakhstan, regardez ça, les BRICS. Nous avons le Kazakhstan de notre côté et nous allons avoir le reste des stands. » Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Colonel et Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Désolé, pas mis ma chemise à l'OA. Non, tu as bonne mine. Tu as l'air bien. Il faut qu'il y ait au moins un adulte dans la pièce.
We always have that with Nima, right, Nima? Yeah. On a toujours ça avec Nima, n'est-ce pas Nima? Somebody told me the other day. Oui. I mentioned- L'autre jour, quelqu'un m'a dit, j'ai mentionné ce gars népalais qui s'appelle Nima. and they said, Et il m'a dit, "Oh, eh bien, Nima a l'air népalais. J'ai répondu, tu plaisantes, Nima est iranien. Il est quoi? Il est iranien. He's Oh, what? je ne savais pas. He's Il Iranian. pensait que tu étais purement Oh, I didn't brésilien. know that. They thought you were pure Brazilian. Wow. Yeah. Oui, merci. Thank you. Beaucoup. Thank you so much. Take Great. care. Grand plaisir. À la semaine prochaine. À bientôt. Next week. See you. Bye bye. Au revoir.